puis je vais partager plutôt mon écran plutôt que de partager simplement l'application. Okay. Alors, j'ai démarré avec ces deux petites images là, puisque la semaine dernière, on a vu l'importance de l'eau de mer, du sel et des différences de température des eaux des océans. Ces facteurs-là ont une influence sur ce qu'on appelle les courants marins et qui eux-mêmes ont une grande influence sur sur les climats des différentes régions. Donc il est logique dans une deuxième partie, après avoir vu l'importance du courant marin, de ce qu'on appelle la circulation thermo-haline, thermo comme température, haline comme le sel qui est dedans, eh bien, on peut voir des exemples de mesures de quantité de sel ou de salinité plus généralement. Il n'y a pas que le sel de cuisine dans l'eau de mer, hein, il y a plein d'autres choses. Et donc, c'était le but un petit peu de l'activité, c'est de voir comment ce que c'est que les différentes quantités de sel dans les différentes mers qu'il peut y avoir sur Terre. Comment on mesure ça? Comment on peut faire un technique qui permette de mesurer cette quantité de sel, cette salinité? Alors, il y a les deux petites images qui sont ici, j'ai récupérées sur Internet, qui montre un petit peu les différentes salinités dans les océans. Donc on voit que c'est pas ici on a que les océans qui sont visibles et que la salinité n'est pas la même partout. Alors plus c'est rouge foncé, plus le taux de sel est important. On voit notamment qu'en mer Méditerranée, hein, ici, hein, vous avez une quantité de sel, concentration à sel qui est très élevée. Hein. Alors que quand on se rapproche des pôles, là où les océans, la mer est un peu plus froide, il y a peut-être un peu moins de sel. Donc, plus on est proche de l'équateur, et plus la quantité de sel a l'air importante. Bien entendu, tout ça c'est pas figé puisqu'il y a des courants, donc ça se répartit un petit peu de partout. Puis sur l'autre image ici, j'ai montré un peu la formation de cristaux de sel à la surface d'une eau qui serait par exemple la mer morte. Hein. La mer morte, elle est saturée en sel, ce qui fait que on a à force de faire évaporer de l'eau, on a des cristaux de sel qui se forment à la surface. Bon, alors, je vais lire un petit peu le document avec vous. Et je pense qu'il faut insister sur les premières parties qui sont pas simples, parce qu'on a des calculs qui sont faits avec des masses volumiques, c'est pas forcément simple d'y voir clair. Alors, la semaine dernière, on a vu ces courants marins, là, ces courants océaniques. La salinité d'une eau de mer, comment est-ce qu'on la mesure? C'est la masse totale de sel dissous par kilogramme d'eau de mer. Alors, ce qui est délicat ici, c'est que on va pas dire, c'est pas comme une concentration, hein, c'est la masse totale de sel, non pas par litre d'eau, mais par kilo d'eau. Donc ça va être à une unité un peu bizarre qui va être en grammes par kilogramme. C'est le nombre de grammes de sel, de toutes sortes qu'ils sont, par kilogramme d'eau de mer. Cette salinité elle est due à l'érosion des roches continentales et elle varie selon lieu, du fait des courants marins. Elle est par exemple d'environ 10 grammes par kilogramme en mer Baltique, alors qu'elle peut être jusqu'à 40 grammes par kilogramme pour la mer Rouge. Elle peut même atteindre 300 grammes par kilogramme pour la mer Morte, qui est une mer fermée en fait. C'est une mer qui est fermée, donc qui n'a pas de contact avec les autres océans, et qui n'a pas beaucoup d'apport d'eau douce par des rivières, des fleuves, etc. Malgré les différences de salinité des différentes eaux de mer, la proportion relative des différents ions est globalement identique. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que même si ici, par exemple, la mer Morte, elle est 10 fois plus salée que certaines eaux dans les océans, les proportions, c'est-à-dire la proportion de chlorure ou de magnésium, vont être les mêmes. Donc les pourcentages d'ion chlorure seront les mêmes dans la salinité. Le tableau suivant donne les masses des principaux ions présents par kilogramme d'une eau de salinité égale à 35 grammes par kilogramme. Donc, si on avait une eau moyenne de 35 grammes de sel par kilogramme d'eau, voilà les quantités de sel qu'on aurait. Alors, toutes ne sont pas données, parce que si je fais la somme de tout ça, ça fait pas tout à fait 35, donc il en manque quelques-uns qui sont tellement faibles en quantité qu'on les a pas mis.
Donc on voit que le plus abondant, c'est les ions chlorure, qui sont assez connus. Hein. C'est pas eux qui sont responsables du goût salé de l'eau. Hein. Il y a les ions sodium qui arrivent en deuxième position, c'est eux qui donnent un goût salé à l'eau. Quand on goûte l'eau, hein, ou quand on sel avec du sel de mer nos plats, c'est ces ions sodium qui donnent le goût salé. Le reste, c'est des ions qui peuvent être utiles, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de goût, mais le magnésium, le calcium pour les os, le magnésium pour les courbatures, etc., etc. Une question peut-être, j'ai entendu. Non, c'est le bonjour du Sam. Bonjour. Comme la proportion relative est constante, la mesure de la quantité de l'élément chlore permet de déterminer la salinité du dos. C'est-à-dire que comme on sait qu'il y a toujours les mêmes proportions entre sulfate, chlorure, bichromate, bromure, potassium, calcium, magnésium et sodium, on ne va pas s'amuser à tous les mesurer pour voir quelle est la quantité de sel de l'eau. Il suffit de mesurer celle du chlorure et puis ça nous permet de déterminer ensuite la salinité globale, c'est-à-dire la somme de tous. La chlorinité, CH d'une eau, est la masse d'ion halogénure, sachant que c'est essentiellement du Cl-, mais il y a un autre halogène qui est présent, c'est le bromure, qui est en quantité assez faible. Donc c'est essentiellement du Cl-, kg d'eau de mer. Donc on peut mesurer la chlorinité et en déduire la salinité avec ce petit calcul. On dit la salinité globale, donc la somme de tous, c'est 1,8 fois on mesure en ion halogénure. Alors, environ égal. Hein. Alors il était question dans la première question de comment, une question simple, bête, enfin pas si bête que ça, comment est-ce que ça se fait que la quantité de sel dans l'eau de mer, elle est due à l'apport de sel par l'eau des fleuves? Comment c'est possible que l'eau des fleuves, qui est une eau douce, elle peut permettre d'augmenter la quantité de sel qu'il y a dans les océans et de saler cette eau? Alors ça paraît un peu bizarre d'expliquer comment les fleuves, les rivières, les fleuves qui se jettent dans les océans ou les mers, arrivent à augmenter, alors que c'est de l'eau douce, hein, arrivent à augmenter la quantité de sel. Alors c'est une question évidente si on fait pas de physique, si on réfléchit pas aux choses, mais c'est assez logique en fait. Il faut imaginer que l'eau des rivières, des fleuves, avant d'arriver dans les mers, elle s'est écoulée sur des roches. Hein. Vous avez des montagnes comme ça, et puis l'eau qui arrive là-dessus, elle coule en surface. Hein. Donc il y a des précipitations. Hein. Ces eaux, elles se rassemblent dans des cours d'eau, et cette eau, elle est au contact de la roche. Donc si elle est au contact de la roche, elle va dissoudre un petit peu des éléments qui sont sur la roche, ce qu'on appelle des sels minéraux, donc du sel. Alors, il n'y en a pas y en avoir beaucoup, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'eau douce quand même, mais il y en a un tout petit peu. Et après, cette eau-là, elle va couler dans les océans, elle va arriver et se rajouter aux océans. Sauf que dans ces océans, il y a déjà du sel, auquel on va rajouter une faible proportion de sel, mais très peu, mais beaucoup d'eau douce. Mais vous savez sans doute que sous l'action du soleil, et du vent aussi, hein, grâce au soleil et au vent, le soleil qui chauffe la surface de l'eau, hein, il va faire évaporer les océans. Et tout est une question d'équilibre. Cette eau, globalement, elle va s'évaporer à un rythme qui coïncide à peu près, donc l'eau s'évapore en contact du vent et du soleil, hein, mais elle s'évapore à peu près au même rythme que l'eau douce arrive. Donc là, j'ai un départ d'eau vers le haut, vers le ciel, et alors que j'ai un apport par les fleuves, etc. Et cette eau d'évaporation, c'est de l'eau pure. C'est de l'eau H2O pure, en forme de vapeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sel. Donc, il y a une quantité d'eau qui s'évapore qui est égale à la quantité d'eau qui est apportée par les cours d'eau, sauf que l'eau qui s'évapore ne contient pas de sel, alors que l'eau qui arrive par les cours d'eau, elle en contient un tout petit peu. Ce qui fait qu'on globalement, on a une accumulation de sel dans les océans. Alors, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de faire sous forme de schéma,
On parle d'érosion quand l'eau arrive sur les roches comme ça et qu'elle dissout un petit peu de roche. Donc lors de l'érosion, les roches continentales contiennent du sel qui se dissout dans l'eau douce des pluies, des cours d'eau, etc. Cette eau, elle arrive ensuite dans les océans. Le sel vient se rajouter au sel des eaux de mer et des océans. En revanche, la quantité d'eau dans les mers ne varie pas du fait de l'évaporation des océans, mais le sel, lui, il reste. Donc la quantité de sel augmente. Donc imaginez qu'à la création, enfin au tout début des océans, les océans étaient de l'eau, presque de l'eau douce en fait, hein, et que au fur et à mesure de l'histoire et du cycle de l'eau, de l'érosion, la quantité de sel ne fait qu'augmenter. Ça augmente tout doucement, mais elle augmente. Donc exploiter le sel pour faire du sel de cuisine, c'est pas un souci, hein, puisque ça se régénère. Puis c'est mieux qu'il n'y ait pas trop de sel dans les eaux parce que ça peut ralentir la vie aussi, hein, le sel dans les océans. Dans un deuxième temps, il faut retrouver cette relation. La salinité est environ égale à 1,8 fois ce qu'on trouve en halogénure. Alors, il fallait reprendre le document. Si j'enlève toutes mes annotations là. Et je vais m'intéresser qu'aux halogénures. J'ai du chlorure ici, ça c'est un halogène, et le bromure. Et au total, j'ai 35 ici. Ça c'est S. C'est S. Je veux vérifier que ce que j'ai entouré, quand je le multiplie par 1,8, ça fait S, c'est-à-dire que ça fait 35. Je le vérifie d'après le tableau. S c'est 35,000 avec 3 chiffres après la virgule, grammes par kilogramme. Or la quantité d'halogénure, je vais additionner la masse de chlorure, 18,9799, plus la masse de bromure. Ça va me donner un chiffre. Ce chiffre est 19,0445. Donc ça, c'est la quantité d'halogénure. Maintenant, si je fais juste une petite division S sur CH, je dois retrouver le facteur 1,8. Donc S, c'est 35. Sur CH que je viens de trouver, c'est 19,0445. Je trouve 1,8378, c'est-à-dire environ 1,8. Voilà comment prouver cette relation. Donc si j'arrive à trouver un moyen de mesurer la quantité d'halogénure, essentiellement du chlore, donc la quantité de chlore ça suffit, je peux trouver la quantité globale de sel, quel qu'il soit, dans une eau, un échantillon d'eau de mer. Donc dans la deuxième partie, on verra qu'il y a une mesure expérimentale de la quantité de chlore qui va permettre de déterminer la salinité. Ensuite, quelle est la masse d'ion sodium présent dans 1 litre d'eau de la mer Baltique dont la densité est de 1,005 ? Et quelle approximation pouvions-nous faire ? Alors, là, c'est un peu compliqué si on veut faire les choses comme il faut. D'abord, je vais faire le calcul pour la mer Baltique. Et puis, je vais me ramener ensuite à essayer de trouver 1 litre d'eau. Alors, dans l'eau de la mer Baltique, ce qui est dit dans l'énoncé, c'est qu'on a une salinité de 10 grammes par kilogramme. Je le retrouve ici dans le document à cet endroit-là. 10 grammes par kilogramme. Donc 10 grammes de sel confondu par kilogramme d'eau de mer. Or, pour une eau de 35 grammes par kilogramme, on nous dit qu'il y a, dans le tableau, en sodium, 10,5561 grammes d'ion sodium. Ça, c'est pour la référence, ici. Donc, dans une eau qui a 35 grammes, une salinité de 35 grammes par kilogramme, je sais que j'ai en sodium 10,5561. Donc ça, c'est quand j'ai 35 grammes par kilogramme S. Comme les proportions, elles sont constantes, c'est-à-dire que je sais que j'ai toujours le même pourcentage de sodium par rapport aux quantités de sel globales. Alors si je sais que globalement j'ai 10 grammes, que j'ai 10 grammes de salinité kilogramme d'eau de mer, alors avec un produit en croix, je vais pouvoir trouver la quantité de sodium que j'ai dans cette eau de mer Baltique. Un produit en croix. Donc allons-y. Donc si dans
l'eau de salinité 35 grammes par kilogramme, il y a 10,5561 grammes d'ion sodium. Alors, en faisant un produit en croix, alors je vous le fais ici, hein, avec une autre couleur, mais je ne l'avais pas fait dans ma correction. Si cette fois-ci, je pars d'une salinité qui vaut 10 grammes par kilogramme, je vais faire un produit en croix comme ça. Je fais 10 fois 10,55561 divisé par 35. Et ça va me donner la quantité d'ion sodium qui est contenue dans ce kilogramme de mer Baltique. Donc je fais ça divisé par 35. Voilà le calcul que j'ai fait. Et le calcul m'a donné 3,016 grammes de sodium. Donc j'efface mes annotations. Donc je sais, j'ai pas répondu à la question encore là. Je sais que j'ai 3 grammes de sodium Na+, c'est pas par litre d'eau, mais c'est par kilogramme d'eau de mer. Donc la question c'était dans 1 litre d'eau de mer Baltique. Alors maintenant, il faudrait que je sache combien pèse 1 litre d'eau. Et puis faire un autre produit en croix pour arriver à la quantité de sodium qui serait contenue non pas dans 1 kg d'eau de mer Baltique, mais dans 1 litre d'eau de mer Baltique. Si on veut tenir compte de sa densité, 1 litre d'eau de mer Baltique pèse, si je prends la densité, pèse 1,005 kg. Donc en réalité, j'ai pas 1 kg d'eau dans 1 litre d'eau de mer Baltique, mais j'ai 1,005 kg d'eau. Donc je vais refaire un autre produit en croix pour déterminer la quantité réelle de sodium qu'il y a dans 1 litre d'eau de mer Baltique. Alors je vous le fais ici. Donc si cette fois-ci j'ai 1,005 kg d'eau de mer Baltique, alors je vais faire un produit en croix pour déterminer ici la masse de sodium que ça représente. Donc 3 fois 1,005 divisé par 1. C'est ce que j'ai fait là. Donc on voit 3,016 fois 1,005 divisé par 1. Je ne l'ai pas fait, mais c'est divisé par kg. Et ça me fait 3,032 grammes. Alors, on nous demandait quelle approximation pouvions-nous faire. Voilà le résultat final. Et voilà ce que j'avais au départ dans 1 kg. On voit que c'est assez proche. On peut se dire, est-ce que ça valait le coup de multiplier par la densité pour avoir une valeur différente? Ça, c'est ce que j'avais si j'avais assimilé 1 kg d'eau de mer à 1 litre. Il suffit de savoir un petit peu quel écart relatif j'ai entre ces deux valeurs, en pourcentage. Si c'est très faible, je pourrais dire que j'aurais pu négliger la densité. Alors l'écart relatif, dans la soustraction de ces deux-là et en divisant par l'un des deux, ça me fait 0,5%. J'ai 0,5% d'écart entre ces deux valeurs-là, donc c'est hyper faible. Ce qui fait que j'aurais pu faire l'approximation que 1 litre d'eau de mer Baltique pèse 1 kg. Ça aurait marché. C'est-à-dire que si je m'étais arrêté à ce stade-là, ici, ça aurait suffi, ça aurait marché, puisque à 0,5% près, c'était bon. Donc là, c'est un petit peu compliqué comme calcul, parce que il faut réussir à ramener tout ça à la densité. Avec la densité, il faut ramener ça à 1 litre d'eau. La question D est pas facile non plus, puisque elle fait aussi intervenir cette notion de densité. Déjà, est-ce que vous avez une question? Vous avez des questions là, à ce stade-là? Je regarde un peu qui est là, que j'avais pas vu. Fatima se reconnecte. Qu'est-ce que j'ai pas vu là? Marion, Sandra, non, j'ai vu tout le monde. Elle continue. Quelle est la concentration molaire effective des ions chlorure d'une eau de salinité 35 grammes par kilogramme dont la densité est de 1,025? Donc là, on a une autre eau, c'est pas la mer Baltique, ça peut être la mer Méditerranée ou quelque chose comme ça, qui est bien plus salée, c'est pas 10 grammes mais 35 grammes de sel par kilogramme d'eau. La densité elle est plus importante, parce qu'il y a plus de sel dedans. On veut trouver la concentration des ions chlorure. Et est-ce qu'on peut faire l'approximation que 1 litre d'eau pèse 1 kg? Alors, maintenant, on va d'abord commencer
par déterminer la quantité de chlorure qu'il y a dans 1 kg de cette eau. Dans 1 kg de cette eau, je regarde le tableau indiqué ici, puisqu'il s'agit d'une eau à 35 grammes par kilogramme. En chlorure, j'ai 18,9799 grammes. Je vais arrondir à 19. Donc je sais que dans 1 kg de cette eau, j'ai 19 grammes d'ion chlorure. C'est-à-dire en quantité de matière, si je divise par la masse molaire du chlore, ça me fait 0,54 mol d'ion chlorure. Ça, c'est pour 1 kg d'eau. Maintenant, si je faisais l'approximation précédente, en disant qu'un kilogramme de cette eau, c'est 1 litre d'eau, je pourrais dire que j'ai 0,54 mol par litre de chlorure. Parce que ce serait pour 1 litre d'eau. Donc ça serait la concentration, 0,54 mol par litre. Maintenant, faisons le calcul réel en tenant compte de la densité. Si je cherche à calculer le volume d'une eau qui pèse 1 kg, le volume d'eau de mer correspondant à 1 kg. Vous savez que si je prends la formule de la masse volumique, M égale ρ égale M sur V, et que je cherche le volume c'est M fois ρ. M sur ρ. Ça, c'est la formule à utiliser pour déterminer le volume de 1 kg d'eau. Je vais mettre 1 kg en haut et je vais diviser par la masse volumique qui sera de 1,025 kg par litre. Donc si je fais le calcul, je vais enlever mes annotations qui fassent tout. Donc je vais faire la masse divisée par la masse volumique qui vaut 1,025 en kg par litre. Et ça me fait en fait un volume non pas de 1 litre mais de 0,9756 litres. Loin de 1 litre. Du coup, si je détermine cette concentration, j'ai 0,54 mol d'ion chlorure, mais qui sont dans ce volume-là. Donc pour avoir la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Donc cette concentration, c'est petit n sur V. Petit n, il est là, 0,54. Le volume, je viens de le calculer. Ça me fait 0,55 mol par litre. On va vérifier si on pouvait faire l'approximation précédente. Si on faisait l'approximation que 1 kg c'est 1 litre, j'aurais eu 0,54 mol d'ion chlorure par litre. La question c'est est-ce que c'est négligeable cette différence-là entre 0,54 mol par litre et ce qui est réellement calculé 0,55 mol par litre. Si je fais l'écart relatif, cette fois-ci j'obtiens 2% d'écart relatif. 2%, on peut commenter ça, mais c'est un écart un peu plus important. Donc ça dépend de la précision qu'on veut, mais si on a des contrôles à faire de qualité qui doivent être supérieurs à ces pourcentages-là d'erreur, on ne peut pas se permettre de faire cette approximation. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, j'en conviens, mais là, bon, vous avez tout le détail. Si vous avez besoin de revenir dessus, la vidéo sera consultable. Maintenant, passons à l'activité expérimentale. Je vous avais mis des vidéos pour voir un petit peu quelles étaient les réactions et les couleurs qu'on pouvait observer. Le principe, c'est ce qu'on appelle un dosage par titrage. Vous vous souvenez, entre en commun, il y a deux types de dosage, par étalonnage et par titrage. Par titrage, c'est qu'on fait une réaction chimique. Donc c'est par titrage, on va faire réagir une solution de concentration inconnue, titrée. Le but, c'est de faire réagir les ions chlorure, Cl-. Les ions chlorure qui vont être notre réactif dont on cherche à déterminer la concentration. C'est pratique puisque je sais que quand je multiplie après cette concentration par 1,8, à cette masse par 1,8, j'obtiens la salinité. Donc on va le doser avec une solution titrante. Et lorsque les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, on dit qu'on atteint l'équivalence du dosage. Donc tout ça, vous le savez. Une réaction de titrage doit être rapide, totale et unique, ça c'est du cours. Il existe différents types de dosage. La méthode de Mohr, c'est celle qu'on va voir nous, consiste à un titrage qui est colorimétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure à faire. L'équivalence va être opérée grâce à un changement de couleur et uniquement. En quoi consiste cette méthode? On sait qu'en présence d'Ag2+, d'Ag+, et d'ions Cl-, ce sera nos ions Cl- à nous, ça fait un précipité blanc.
un précipité blanc qui sera... donc ça va faire un précipité blanc comme ça. Donc on va avoir une coloration blanche qui apparaît. C'est du chlorure d'argent. On va prendre un volume V1 de solution à doser et la concentration en argent, en ion argent, sera de concentration C2, elle sera dans une burette graduée. Lorsque l'avancement maximal est atteint et que tous les ions chlorure viennent juste d'être consommés, la connaissance du volume versé à l'équivalence permet de déterminer la concentration en ion chlorure. Donc tout ça c'est assez classique. Maintenant, comment aller repérer l'équivalence? C'est pas simplement, on va pas pouvoir repérer quand est-ce que le précipité s'arrête parce que ça se verra pas. L'équivalence est repérée par la formation d'un précipité de chromate d'argent de couleur rouge. C'est-à-dire qu'on va rajouter un indicateur coloré qui seront les ions chromates qui vont agir avec l'ion argent. Alors, d'abord, donner la formule chimique du chlorure d'argent. Le chlorure d'argent qui est formé lorsque Ag+ rencontre Cl-. De toute façon, c'est contenu dans le nom, hein, cette formule-là. Chlorure d'argent, ça va être un précipité, donc c'est solide. La formule, ça va être AgCl solide. En fait, l'un et l'autre ont la même charge, donc ils vont bien s'entendre, ils vont s'accrocher, ils vont former un solide, AgCl. Ça reste ionique dans le solide, hein, c'est Ag+ et Cl-, mais comme c'est neutre, on les affiche pas. C'était la première question. Rapidement, quelle est l'équation de réaction de dosage entre les ions argent et les ions chlorure? J'ai Ag+ plus Cl- qui donne AgCl solide. Ils se sont accrochés. Ag+ sera dans la burette graduée, Cl- sera en dessous, et puis ils vont réagir en dessous pour former ce précipité. Quelle est la relation entre les quantités de matière en ion chlorure et argent à l'équivalence du dosage? Vous savez dans le cours que à l'équivalence, on est dans les proportions stoichiométriques. Ici, j'ai pas de coefficient devant. Devant, j'ai le coefficient 1. Donc en fait, il faut que la quantité de chlorure présent initialement soit égale à la quantité d'argent versée à l'équivalence. Donc la quantité versée, alors je vais rajouter un indice à l'équivalence d'ion argent, ça c'est le réactif, doit être égal à la quantité initiale d'ion chlorure qui était présent dans le flacon au départ. Donc si je veux une expression en fonction des concentrations et des volumes, la quantité d'argent, la quantité de matière d'argent, c'est C fois V, mais avec l'indice, c'est la concentration C2. Et le volume qu'on a versé, c'est le volume équivalent pour l'argent. De l'autre côté, la concentration, je la connais pas, c'est celle qui est en Cl-, donc je vais la noter entre crochets, Cl-, auquel je multiplie le volume que j'avais prélevé, qui est noté dans l'énoncé comme étant V1. Voilà la relation que j'ai entre tous ces termes-là. Donc la quantité de matière d'argent, c'est C2 fois V équivalent, la quantité de matière Cl-, c'est concentration de Cl- fois V1, donc j'ai l'égalité entre les deux. Bon, le but, c'est de calculer ça, pour déterminer la salinité de l'eau ensuite. Et trouver si c'est de l'eau de la Méditerranée, de je sais pas trop d'où. Alors, l'expérience maintenant en pratique. J'espère que je vais pas trop vite. Dans deux tubes à essai, on introduit des ions argent. Et dans le premier tube à essai, on met un petit peu de chlorure de sodium. Et dans l'autre, on met un petit peu de dichromate. Alors, dans le premier, si je rajoute de l'argent et que je mets du Cl-, je vais observer un précipité blanc. Dans le deuxième, si je mets de l'argent et du CrO4-, je vais observer un précipité rouge. Donc le tube 1 présente un précipité blanc, le tube 2 un précipité rouge. On avait pu faire cette expérience en cours. Ça aurait été nos deux tubes témoins qui disent qu'est-ce qui se passe quand l'ion argent est mis en présence d'ion chlorure et qu'est-ce qui se passe quand les ions argent sont mis en présence d'ion chromate. Enfin, dichromate. Chromate. Donc il y en a un qui ça fait un précipité blanc, l'autre ça fait un précipité rouge. Et ce sont ces deux couleurs-là qu'on va pouvoir distinguer lors du dosage. Et dans un troisième tube à essai, on introduit 1 ml de solution de chlorure de sodium
et on ajoute une goutte de solution de chromate de potassium, donc ce chromate là, et après progressivement de la solution de nitrate d'argent. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que dans un tube à essai, on va rajouter un peu des trois. On va d'abord mettre des ions chlorure, auxquels on va ajouter un peu de chromate. Donc, chlorure et chromate, normalement il se passe rien. D'accord, parce qu'on n'a pas fait ce mélange-là. Ils sont tous les deux négatifs, donc le chlorure et le chromate vont pas agir ensemble. Et puis ensuite, on va rajouter les ions argent, mais progressivement. Et puis on va voir ce qui se passe. Alors, je vous avais mis une vidéo, je vais vous la montrer. J'avais dit qu'il fallait aller, je sais plus, à 3 minutes 42 ou... Une réaction de dosage, elle est non seulement... Là. Voilà. Donc ici, vous avez la solution contenant des ions chlorure. On rajoute quelques ions chromates. Ça fait un peu jaune, mais ça ne fait pas de précipité. Lorsqu'on rajoute les ions argent, on voit un précipité blanc qui se forme. Alors il fait jaunâtre parce qu'il y a les chromates autour. À force de rajouter des ions argent, on en rajoute, on voit que progressivement à la surface apparaît un précipité rouge. Si je pouvais mélanger ce tube à essai ici, je verrais que le précipité il est rouge de partout. Ce qui fait que, à un moment donné, je sais que je vais passer du blanc au rouge. Donc, comment les deux précipités apparaissent-ils? J'ai d'abord le précipité blanc, ça veut dire que la réaction entre Ag+ et Cl- se fait avant la réaction entre Ag+ et CrO4-2-. Donc on observe d'abord le précipité blanc et ensuite le précipité rouge. Alors, vous aviez le montage, voilà le montage du dosage. En haut, on met la solution T30 avec les ions Ag+, c'est ceux qui nous intéressent. C'est ceux-là, et les NO3- sont spectateurs, donc c'est Ag+ qui m'intéresse uniquement. En dessous, on va mettre des ions chlorure. Alors il y a du Na+ avec dedans, mais et puis d'autres choses, mais c'est le chlorure qu'on va doser uniquement. Donc là, j'ai du chlorure qui est dedans. Et en haut, j'ai des ions argent. Et puis on va verser progressivement. Alors, en plus de ça, on a rajouté des ions dichromate, enfin chromate là-dedans, qui vont permettre d'observer un changement de couleur. La réaction de dosage, c'est celle-là. Je vais vous expliquer ce qui se passe et puis vous le montrer en vidéo ensuite. Et après, on va répondre aux questions d'exploitation de ce dosage. Alors, pour bien comprendre, je vais faire 3 dessins, puis après je vous montre en vidéo ce que ça donne. Initialement, si je prends un code de couleur Ag+ en bleu et Cl- en vert. Alors, initialement, j'ai des ions argent. J'ai les ions NO3- aussi qui sont présents dedans, mais j'en parle pas parce qu'ils sont spectateurs. Alors, je sais pas si ça se voit bien, mais j'ai des ions argent dans ma burette. Ici, c'est les points bleus. Puis parallèlement, en dessous, j'ai des ions chlorure qui sont dans la solution titrée. C'est ceux dont je cherche à déterminer la quantité. Avant l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Avant d'atteindre l'équivalence, j'ai versé un peu d'ion argent. Et puis c'est cette réaction qui se produit. Donc avant l'équivalence, je vais avoir un petit peu moins d'ion chlorure. Là j'en avais une certaine quantité. Je vais en avoir un peu moins puisque j'en ai fait réagir. Donc j'ai encore un petit peu d'ion chlorure. Et puis le niveau des ions argent, si je me mets en bleu, les ions G+ ici, il y en a un peu moins que tout à l'heure. Ah si, il y en a toujours autant en concentration, mais le volume, il est peut-être ici. Donc on a versé déjà tout ça. Tout ça, on l'a enlevé. Donc il me reste les ions argent qui sont encore présents dans la burette. Par contre, les ions argent que j'ai versés, je les vois pas, parce qu'ils ont formé un précipité. Donc le précipité, je peux le mettre ici en noir. Je ne vais pas mettre du précipité blanc, il y a un précipité qui s'est formé blanc. Quand j'atteins l'équivalence, enfin quand je suis après l'équivalence, j'ai plus d'ion chlorure. Donc après l'équivalence, j'ai plus ces petits points verts. Les ions chlorure, Cl-, j'en ai plus, c'est fini. Donc, ça veut dire que je ne peux plus faire cette réaction. Donc les ions chlorure, admettons que je sois ici après l'équivalence, là j'ai eu un volume équivalent, puis là je suis ici après l'équivalence. Les ions argent,
que je rajoute après l'équivalence, et ben, ils vont pas pouvoir réagir avec les ions chlorure. Donc, je vais les avoir ici en surnombre. On voit pas bien les couleurs, mais ça, c'est du bleu. Hein. Or, comme j'ai toujours mon précipité blanc, hein, qui existe toujours, c'est le précipité blanc précédent. Il est toujours là. Mais comme j'ai des ions chromates, bah, ces ions argent vont pouvoir réagir avec les ions chromates pour former un précipité supplémentaire qui sera de couleur rouge et qui sera très très intense. Donc je vais pouvoir voir un basculement de couleur d'un blanc-jaune, puisque les chromates sont un peu jaunâtres, jusqu'à un rouge. Et c'est ça qui me déterminera l'équivalence. Je vous le montre en vidéo, puis ensuite on répond aux questions de l'exploitation de ce dosage. Alors en vidéo, qu'est-ce que ça donne? Je vous l'avais mis le lien. Voilà ce que donne le dosage en vidéo. Coupez le son là. Donc elle met ici dans un Erlen, on met une solution d'ion chlorure. Dans la burette, on met une solution d'ion argent. On rajoute dans la solution salée avec les ions chlorure, on rajoute un peu de dichromate. Donc ça fait une solution homogène jaune, c'est les dichromates qui sont comme ça, on les voit, la CrO4. Et puis, dans la burette du haut, on rajoute les ions argent de concentration C2 qui est connue dans cette burette. On ajuste le bas du ménisque avec le 0. Et puis ensuite, on démarre le dosage. Alors on peut mettre un agitateur magnétique ou agiter à la main comme elle le fait. Et on voit, au fur et à mesure qu'on verse les quelques gouttes d'argent, qu'il y a un précipité blanc qui se forme, on le devine ici. Et tant qu'on est avant l'équivalence, c'est-à-dire que quand il reste des ions chlorure en solution, bah, c'est le précipité argent qui se forme, puisque c'est une réaction qui est privilégiée par rapport à la réaction avec les ions chromates. Puis il va arriver un moment où j'ai plus d'ions chlorure, et là, il y a une coloration rouge qui perdure, c'est l'équivalence. Ensuite, je lis le volume. Alors là, on voit pas les chiffres, mais je lis le volume équivalent. Et c'est grâce à ce volume-là que je vais pouvoir faire les calculs. C'est la méthode de Moore. Donc allons-y pour notre à nous. Je vous avais dit que le volume équivalent obtenu était de 11 ml. Alors, lorsque la quantité d'ion argent versé est égale à la quantité d'ion chlorure présent dans la prise d'essai, on a atteint l'équivalence du dosage. Quel est le réactif en excès avant l'équivalence? Avant l'équivalence, le réactif en excès, c'est Cl-, puisqu'on n'a pas tout fait réagir. Après l'équivalence, c'est Ag+ qui est en excès. Ça, je l'ai déjà expliqué. Avec quels ions le réactif en excès réagit-il après l'équivalence? Ag+ en excès va réagir avec Cr4-, donc les ions chromates, pour former un précipité rouge. Et c'est ça qui va faire apparaître cette coloration rouge à l'équivalence. Avec quels ions le réactif en excès réagit-il après l'équivalence? Donc j'ai dit que c'était avec les ions chromates. Je l'ai déjà mis avant. Comment repère-t-on la fin du dosage? On passe du blanc au rouge. Le précipité Ag2CrO4 est rouge. On repère donc la fin du dosage dès qu'on a du rouge qui persiste. Maintenant, déterminer la concentration des ions chlorure dans l'eau. On avait la relation équivalence C2 fois V équivalent est égal à la concentration de Cl- fois le volume V1. Donc, je vais réutiliser cette relation-là et je vais chercher Cl-. Alors, je ne l'ai pas remise ici, mais je vais la remettre, la relation. C'était C2 fois V équivalent égale concentration de Cl- fois V1. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la concentration de Cl-. Le V1 qui est ici, je le fais passer de l'autre côté, il va passer dessous. Et donc, je vais avoir concentration de Cl- qui est égale à C2V équivalent sur V1. V équivalent, c'est 11 ml. V1, c'était 5 ml. Donc, je trouvais 5,5 10-2 mol par litre. Enfin, on donne les masses molaires du sodium et du chlorure en déduire la concentration massique en ion chlorure de cette eau. Si je m'intéresse qu'aux ions chlorure, je vais diviser cette concentration-là par 35,5. Je vais déduire la concentration massique. Je vais le multiplier, pardon. On a une concentration molaire de 5,5 10-2 mol par litre.
Si je veux la masse, il faut que je multiplie par la masse molaire. Donc je multiplie par 35,5, je vais avoir 2 grammes par litre. Donc j'ai 2 grammes par litre d'ion chlorure. Donc ça c'est un petit rappel, hein, pour passer de la concentration molaire à la concentration massique, on multiplie par grand M. En déduire donc la chlorinité. On avait dit que la chlorinité de cette eau, c'était la quantité de chlorure en fin de compte, parce que le bromure il y en avait très peu. Si j'ai 2 grammes par litre, je peux par approximation, je sais pas quelle est la masse volumique, dire que ça fait 2 grammes par kilogramme. Donc environ, je vais dire que c'est 2 grammes par kilogramme, en assimilant 1 litre de cette solution à 1 kilogramme, parce qu'on a dit que c'était presque négligeable la densité. Donc si j'ai 2 grammes par kilogramme, sachant que ça avait été dilué 10 fois, ça me fait une eau qui a une chlorinité de 20 grammes par kilogramme. Du coup, si je veux S, j'ai plus qu'à multiplier par 1,8. Ça me fait 36 grammes par litre pour cette eau de mer. Donc on peut prendre une eau de nos vacances, maintenant c'est difficile d'aller en vacances à la mer, et puis faire cette expérience pour déterminer la quantité de sel qui est dans cette eau. Voilà pour la correction de tout cet épais. Bon, j'arrête